Donc maintenant, on va passer à la modélisation géométrique de ce qu'on a vu ce matin. Et alors, le premier modèle que je vais développer va essayer d'expliquer que V1, avec toutes les simplifications que j'avais faites, peut être considéré comme une implémentation de l'espace des 1G de courbe dans le plan rétinien. Alors, on a déjà parlé un petit peu ce matin de la notion de G que je vais définir. Et c'est un peu le début de ce que j'appelle la neurogéométrie. Puisque vous voyez que l'architecture fonctionnelle de V1, on va y repérer une structure mathématique très particulière, enfin, qui est la structure de l'espace des 1G, qui est mathématiquement ce qu'on appelle une structure de contact. Alors le premier, à ma connaissance, qui a introduit cette hypothèse, mais de façon encore assez spéculative, c'est Hoffman, mais qui a quand même, dans le titre de son article de référence, dit « Le cortex visuel est une structure de contact au sens de la géométrie différentielle » is a contact structure. Et après, Kundering, que vous devez connaître, Jan Kundering, un grand géomètre spécialiste de la vision, a aussi développé une idée analogue. Alors l'idée est la suivante. Alors, comprenez-moi bien, on se place dans le modèle simplifié où la rétine c'est un plan avec des positions A et des coordonnées x, y, et où au-dessus de chaque point, on a une hypercolonne qui est tout simplement un espace unidimensionnel avec une coordonnée d'orientation. Un angle θ ou tangente de θ, enfin. Et c'est cette structure abstraite R croix P, que j'appelle V, pour rappeler V1, hein, qui est implémentée dans la structure de Ampin-Wills. Donc maintenant, je fais une abstraction mathématique, mais on va essayer de donner un sens à ces fameuses connexions horizontales et à ce que je vous ai montré au niveau des données expérimentales. Supposez que vous avez une courbe dans le plan rétinien, C. Cette courbe, vous pouvez de façon et supposez qu'elle soit régulière. Cette courbe, vous pouvez la relever, comme on dit, faire un lifting. Vous pouvez la remonter dans l'espace V, qui est de dimension 3, hein, faites bien attention. Abstraitement, V est de dimension 3 et R est de dimension 2. Alors c'est très simple. Une position A, je la relève dans la position A, je ne peux pas faire autrement, et je dois choisir la valeur de P, de la troisième coordonnée. Mais si j'ai une courbe régulière, j'ai une façon canonique de choisir une orientation, ben c'est tout simplement en A de prendre l'orientation de la tangente en A. Hein? Donc, la donnée de la courbe régulière me donne automatiquement les tangentes, et donc ça, c'est des orientations particulières. Et j'obtiens un lifting A, P indice A, égale tangente en A, mais qui maintenant est une courbe gauche dans un espace tridimensionnel. Tout le truc, c'est d'arriver à penser la géométrie de la perception dans V1 et pas dans le plan rétinien. C'est ça la philosophie de l'exposé. Prenons l'habitude de penser en termes de géométrie de V1. Alors ça, les mathématiciens savent bien ce que c'est. C'est ce qu'on appelle un relevé legendrien, une relevée legendrienne. Petite remarque, au niveau rétinien, une courbe, c'est une suite de positions. Parce que j'ai que des A, j'ai des positions. Dans V1, j'ai les positions, mais j'ai aussi les P indices A. Et dans une certaine mesure, je peux reconstruire ma courbe uniquement avec les P indices A. Si je me donne une famille de droites d'orientation, et si je regarde la courbe qui est tangente partout à ça, comment je définis la courbe? Je la définis plus du tout comme ensemble de points. Je la définis, comme on dit, comme enveloppe de ces tangentes. C'est ce qu'on appelle la dualité projective. Au lieu d'avoir une courbe qui est un ensemble de points, j'ai une courbe qui est une enveloppe de tangentes. Donc déjà, rien que là,
entre, dans ce modèle simplifié, entre le plan rétinien et V1, il y a une opération fondamentale qui s'est effectuée, c'est-à-dire que la représentation de la courbe a complètement changé. Oui. Une question simple, les courbes sont lisses? Oui, c'est ce que j'ai dit, régulières. Évidemment, il faut qu'elles aient des tangents. Oui, c'était ça la question. Sinon, c'est cuit. Bon, mais après, on peut considérer des courbes partout régulières, sauf en des points de croisement, etc. Alors après, quand on arrive à des courbes fractales, ça devient un peu plus compliqué, il faut introduire du multi-échelle, etc. Il y a plein de petites complications qu'on peut introduire comme ça. Alors, en termes de coordonnées locales x, y, p, l'équation du lift legendrien, c'est tout simplement x, supposons que x soit une variable, soit la variable indépendante, que ma courbe soit localement donnée par une équation y égale y de x, y égale f de x, à ce moment-là, la relevée legendrienne a pour coordonnées x, y, y', par construction, par définition. Bien. Et si maintenant j'ai une image au lieu d'avoir simplement une courbe, ben je peux simplement relever ces lignes de niveau, en supposant qu'il y a suffisamment de régularité, etc. Et je relève, je fais un relèvement legendrien de ma surface maintenant. En une surface, pardon. De mon image en une surface. Bien. Alors maintenant, je vais faire une petite remarque sur la fonctionnalité de ce type de représentation. On peut quand même se demander quel est l'intérêt fonctionnel de ça. Voilà. La nature, entre guillemets, a inventé ce genre de truc. Alors je crois que la réponse a été donnée par Kundering, qu'elle est subtile et géométriquement assez profonde. Kundering a fait la remarque toute bête que les neurones, ça peut coder des nombres point barre. Il y a une fréquence potentielle d'action, et puis c'est à peu près tout. Donc ça peut coder un nombre. Maintenant, si on veut faire de la géométrie différentielle, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour faire des dérivés, on prend f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Ça, c'est quelque chose de compliqué. Donc, si on en reste au niveau rétinien, il faudrait qu'on ait plein de petits modules qui soient des comparateurs, donc qui puissent faire la comparaison f de x plus delta x moins f de x, qui puissent faire une division, qui puissent faire prendre une sorte de limite, enfin donc bref, il faut faire quelque chose de compliqué. Et comme dit Kundering, les neurones sont des point processors, des processeurs ponctuels, et ils prennent la valeur de quelque chose en un point, en une position. Alors comment se débrouiller computationnellement avec cette contrainte? Alors l'idée qu'a trouvée la nature, c'est de rajouter les orientations, donc d'avoir des neurones spécialisés dans la détection d'orientation, et donc un neurone peut répondre en disant en telle position, telle orientation. Il est fait pour ça. Mais maintenant, il faut, donc on a rajouté une variable indépendante supplémentaire, qui est la variable P. Mais en même temps, il faut que P puisse être interprété comme une dérivée. Et donc pour ça, on a besoin d'ajouter une contrainte. Alors je vais expliquer cette contrainte, mais cette contrainte est implémentée par l'architecture fonctionnelle. Donc vous voyez, l'idée, c'est que pour faire du calcul différentiel, on va rajouter des variables supplémentaires et introduire des relations fondamentales entre ces variables, des contraintes, des conditions de cohérence, ce qu'on appelle des conditions d'intégrabilité. Computationnellement, ça change tout. Enfin, la façon de calculer est totalement différente, parce qu'un système comme ça ne va faire aucun calcul différentiel. Il va simplement y avoir des neurones activés et des propagations d'activation le long de connexions, et puis c'est tout. Mais comme je le disais ce matin, l'architecture fonctionnelle est telle que cette propagation d'activation, c'est pareil
que de calculer des tangentes. Mais le système visuel ne calcule rien. Bon. Donc je crois que Kundering a vraiment mis le doigt sur la fonctionnalité de cette augmentation de dimension plus architecture fonctionnelle. Alors il se trouve que cette idée-là, c'est justement l'idée des espaces de G dont tu parlais ce matin, et qui est en fait une version géométrique intrinsèque des vieux développements de Taylor. Des dérivées successives. Mais quand des gens comme Ehresmann ont introduit la notion de G, l'idée vraiment profonde, c'est que les dérivées, on les introduit comme variables indépendantes supplémentaires. Donc on augmente la dimension des espaces de représentation, mais en même temps, on veut que ces variables supplémentaires puissent être interprétables comme des dérivées successives. Pour ceux qui ont fait un peu de physique, c'est exactement le passage de la mécanique lagrangienne à la mécanique hamiltonienne. C'est exactement la même idée. Quand Hamilton a dit « je ne vais pas considérer que les vitesses, c'est des dérivées de position, je vais rajouter des variables indépendantes qui sont les moments conjugués, mais je vais introduire une symétrie fondamentale, une contrainte dans les équations. Donc vous multipliez par 2 la dimension de l'espace de représentation, vous passez de l'espace de configuration à l'espace de phase, mais vous avez symétrie intrinsèque et système hamiltonien. Donc c'est quelque chose du même ordre. On rajoute une variable supplémentaire plus une contrainte. Donc, cette contrainte, c'est une contrainte d'intégrabilité qui correspond à P égale Y', orientation égale orientation tangente. P égale Y'. Et on va voir que c'est essentiellement ça qu'implémentent les connexions horizontales, c'est-à-dire l'architecture fonctionnelle. Donc vous voyez, le problème est le suivant. On a une courbe en bas, dans le plan rétinien, et on l'a relevée dans l'espace tridimensionnel V. Mais maintenant, si je prends une courbe quelconque, une courbe gauche, grand gamma, dans V, d'équation, supposons que x soit toujours la variable indépendante x, y de x, p de x, ça veut simplement dire que j'ai une suite de points, et qu'en chaque point, j'ai des orientations. En général, je n'aurai pas de cohérence. C'est-à-dire une courbe comme ça, dans V, ne sera pas du tout la relevée d'une courbe dans le plan rétinien. Imaginez que les positions décrivent une courbe comme ça, et que vos orientations tournent comme ça. Donc il n'y aura pas de cohérence globale. Il n'y a de cohérence globale que si P égale Y'. Pour réutiliser le terme de locking, de verrouillage, il faut que l'orientation soit verrouillée sur le lieu des positions. Mais ça, c'est exactement la contrainte d'alignement implémentée par les connexions horizontales. Les connexions horizontales font essentiellement ça. Elles implémentent cette contrainte. Alors en géométrie différentielle, ça s'appelle une contrainte d'intégrabilité, dite de Frobenius. Et ça vous dit qu'une courbe en haut, dans l'espace V, n'est le relevé d'une courbe que si, en tous ces points, cette condition d'intégrabilité est vérifiée. Cette condition d'intégrabilité, c'est une condition de cohérence qui dit que les divers neurones position-orientation activés sont connectés entre eux par des connexions horizontales. Dire qu'ils sont connectés, ça veut dire que leurs activités peuvent se synchroniser. Vous avez une activité synchronisée des neurones dans V1, et c'est ça qui donne le fameux liage, le binding, qui fait que vous avez un
pop-out, enfin, de courbe globale. Bien. Alors maintenant, ce que je vais essayer d'expliquer, et puis Hugo après fera des choses plus compliquées, enfin, à partir de ces idées-là, c'est que cette contrainte qui est totalement triviale, qui est P égale dy sur dx, contient en fait beaucoup de géométrie. Et ça, c'est quelque chose, tu es d'accord, c'est relativement récent. Ça date de l'après-guerre. La compréhension qu'il y avait énormément de géométrie dans les espaces de G, c'est assez récent. Alors c'est effectivement d'abord Ehresmann, et puis alors après, des gens comme Thom, etc. Enfin, mais disons, ce que là, on essaye de faire passer comme idée, c'est que derrière une contrainte aussi banale, il y a en fait beaucoup de géométrie. Et que cette géométrie, c'est justement la géométrie de V1. Alors je passe, puisque j'avais expliqué ça ce matin, sur le fait que l'explication, enfin qu'il y a un équivalent psychophysique avec le champ d'association. Hein, ce phénomène de contour, ça c'est exactement la contrainte d'intégrabilité discrétisée. C'est-à-dire que vous avez des positions, ces positions sont sur une courbe, et les orientations sont tangentes à la courbe. C'est pour ça que vous voyez la courbe. Ici, vous avez plein de positions, je peux prendre ça, 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 ça. Donc je peux relier toutes les positions par une courbe, mais les orientations ne sont pas cohérentes. Elles ne satisfont pas la contrainte d'intégrabilité, il n'y a pas binding, et on voit que des éléments locaux isolés, indépendants. Bien. Voilà. Alors j'ai rajouté ça par rapport à la discussion de ce matin. Hein. Ça c'est la petite start-up, la petite wave de Mala, Gabriel Perret, Erwan Le Pennec, donc qui ont introduit un peu l'équivalent de ce type d'architecture fonctionnelle dans les analyses en ondelettes. Et donc ça c'est une compression d'images. Vous voyez, ça c'est JPEG, JPEG 2000. Ça c'est ce qu'ils font maintenant. Et là j'avais dit 1K, mais c'est même un demi-K. Ça c'est compressé sur un demi-K. Et là vous avez une citation de Stéphane qui explique enfin la nouveauté. Les bases d'ondelettes exploitent la régularité isotrope sur des voisinages de taille variable, mais il y a des régularités géométriques, et c'est essentiellement les bords, c'est-à-dire ce qu'il appelle les régularités anisotropes, qui constituent la géométrie des images, et il dit que la transformée en bandelette exploite justement cette régularité anisotrope. Ah, ça c'était une petite parenthèse. Donc, P égale dy sur dx, et bien il y a des mathématiques derrière. Alors, là, on va faire un saut dans le formalisme et on va exprimer cette condition tout à fait triviale en termes de forme différentielle. On va introduire un objet que j'ai noté oméga qui s'écrit dy moins pdx et dire que P égale dy sur dx, c'est exactement pareil que de dire que dy moins pdx est égal à 0. Donc c'est pareil que de dire que cette entité-là est 0. Alors, c'est 0 dans quel sens? C'est 0 au sens suivant. Je vais considérer dans l'espace tridimensionnel V des vecteurs tangents en les positions. Donc si j'ai une position x, y, p, et si je regarde un vecteur tangent à une courbe, supposons toujours que x soit la variable indépendante, eh bien les composantes du vecteur tangent en x, y, p à la courbe qui passe par ce point, c'est la dérivée de x par rapport à lui-même, ça fait 1, la dérivée de y par rapport à x, ça fait y', la dérivée de p par rapport à x, ça fait p'. Bien. Alors maintenant, le formalisme, je ne peux pas le développer techniquement, mais le formalisme des formes différentielles
consiste à dire que les dx, dy, dp, enfin, les symboles de différentiel, sont des formes linéaires qui viennent agir sur les vecteurs tangents en piquant des composantes. Et que essentiellement dx pique la première composante, dy pique la deuxième composante, et dp pique la troisième composante. Et puis que les composantes correspondant, vous avez dx, dy, dp, correspondant aux trois variables x, y, p, et chacune va piquer la composante du vecteur tangent correspondant à la coordonnée. Donc, vous voyez que oméga du vecteur tangent 1, y', p', avec oméga égale dy moins p dx, c'est le dy de ça, moins p fois le dx de ça. Le dy prend la deuxième composante, donc y', ça fait y', et ici vous avez p, et le dx prend la première composante, c'est-à-dire 1, et ça fait 1. Donc, moins p, par 1 ça fait moins p, vous obtenez y' moins p. Hein, c'est totalement trivial, c'est un jeu d'écriture. Y' moins p, et donc dire que oméga égale 0, c'est pareil que de dire que y' égale p. Et ça, c'était la condition d'intégrabilité. Donc la condition d'intégrabilité, vous la réalisez comme l'annulation d'une forme différentielle sur votre espace de dimension 3. Vous avez une forme fondamentale, oméga, qui s'annule sur les vecteurs tangents satisfaisant la condition d'intégrabilité. Bien. Donc ça, c'est un jeu d'écriture. Donc a priori, on n'a rien gagné. Mais en fait, on a gagné quand même quelque chose. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Hein. C'est-à-dire dx, dy, dp appliqué à un vecteur tangent quelconque, xi est à pi. Dx prend la valeur xi, la première composante, dy prend la seconde composante eta, et dp prend la troisième composante pi. Bien. Et donc, dire que oméga est égal à 0, c'est dire que eta moins p xi égale 0. Ici, on avait 1, y' et 1. Bien. Mais alors là, on voit apparaître quelque chose qui est beaucoup moins intuitif et beaucoup moins trivial. On est dans un espace de dimension 3. Les espaces tangents sont des espaces vectoriels de dimension 3. Ça, c'est une contrainte linéaire. Si vous annulez une forme linéaire dans un espace de dimension 3, vous obtenez un plan. Donc en fait, la contrainte P égale dy sur dx, P égale y' définit des plans tangents dans l'espace tridimensionnel de coordonnées x, y, p. Ces plans s'appellent des plans de contact. Et c'est eux qui constituent la géométrie intrinsèque de l'espace V. Et la contrainte d'intégrabilité devient maintenant quelque chose d'un tout petit peu plus élaboré, et qui consiste à dire qu'une courbe dans l'espace V, de coordonnées x, y, p, satisfait la condition d'intégrabilité, donc est le lifting d'une courbe d'en bas, que si partout elle est tangente au plan de contact. Donc vous voyez, c'est une contrainte d'intégrabilité qui prend une allure géométrique un petit peu plus subtile. Alors ces plans sont des plans un peu curieux. Vous avez le plan rétinien entre guillemets, ici en bas. En fibre, vous avez les orientations. Et comment est le plan de contact en ce point-là? C'est le plan vertical dont l'angle horizontal
correspond à l'orientation. Un point ici correspond à une orientation, et vous prenez le plan vertical, dont l'orientation horizontale, enfin, est justement cette orientation-là. Donc vous voyez, vous avez une structure un peu en colimaçon, enfin, l'escalier en colimaçon, c'est-à-dire que quand vous montez le long de la fibre, donc quand vous tournez au niveau de l'orientation, ben votre plan aussi, vertical, tourne. Donc vous avez une espèce de structure hélicoïdale. Vous avez ça en chaque point. Alors ces plans sont assez bizarres. Ils ont plein de courbes intégrales, c'est-à-dire toutes les courbes qui liftent les courbes dans la base sont partout tangentes, puisqu'elles satisfont P égale Y'. Mais il est facile de montrer qu'il n'y a aucune surface qui est partout tangente à ces plans. Donc c'est une structure un petit peu, assez peu intuitive. Pas si facile que ça de montrer. C'est des plans, mais c'est la condition de Frobenius. Enfin, les plans tournent trop vite pour que des surfaces puissent être tangentes. Parce que dire qu'une surface admet un plan tangent, ça veut dire que quand vous vous déplacez localement autour d'un point, vous restez pratiquement dans le plan. Mais là, quand vous vous déplacez, le plan tourne, et il tourne trop vite. Donc on ne peut pas réaliser cette contrainte. Donc, vous voyez déjà, on commence à avoir une géométrie moins triviale qu'elle n'en avait l'air au départ. Alors maintenant, vous pouvez me dire, mais alors ces plans, c'est quoi? Je vois bien que la composante horizontale, bon, c'est l'orientation, il n'y a pas de problème, c'est la dérivée. Mais la composante verticale, si je prends un vecteur tangent, ça correspondra à quoi? Ben, si vous avez P égale Y', la composante verticale, c'est P'. Donc ça vous donne Y'', donc la dérivée seconde. Et la dérivée seconde, c'est essentiellement la courbure. Donc ce que vous avez ici en composante verticale, c'est en fait la courbure de la courbe. Vous avez l'orientation plus la courbure. Et donc on retrouve le champ d'association qui admet une certaine courbure. La contrainte d'alignement correspond au fait que vous interdisez les composantes verticales. Vous faites toujours P' égale 0, pas de courbure, et donc vous avez des droites. Un véritable alignement. Si vous avez un alignement qui tourne un peu, donc avec de la courbure, ça veut dire que vous avez des composantes verticales. Et si vous voulez borner la courbure, ben ça veut dire tout simplement vous bornez les composantes verticales. Vous dites que les composantes verticales ne peuvent pas dépasser, pour une métrique à choisir, etc., ne peuvent pas dépasser une certaine taille. Bien. C'est à peu près clair. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu moins évident que ça m'avait. Maintenant, on va faire un autre, pas un saut, mais disons, un autre prolongement mathématique. On a cette structure dite de contact, avec les plans de contact qui se vrillent de cette façon-là. Et ça, c'est le modèle le plus simple de l'architecture fonctionnelle de V1. J'insiste là-dessus. C'est le modèle le plus simple des connexions horizontales. Alors, il se trouve qu'on peut récupérer cette structure en introduisant une structure de groupe dans l'espace V, qui est celle-là, que je vais commenter à l'instant, et en disant qu'avec cette structure de groupe, si on a un morceau de structure en un point, eh bien, par
transport par la multiplication par les éléments du groupe, cette structure, on peut l'envoyer partout, et en fait, en l'envoyant partout, on obtient la structure des plans de contact. Alors, cette structure de groupe est la suivante. Vous avez XYP multiplié par un autre point de V, X', Y', P'. Alors, c'est X plus X', c'est-à-dire que c'est trivial, c'est l'addition triviale pour X, c'est l'addition triviale pour P, P plus P'. Et puis pour Y, c'est Y plus Y', donc l'addition, plus ce terme de couplage entre les deux points, et qui est de la forme Px'. Alors vous voyez immédiatement que donc la structure n'est pas triviale à cause de ce terme, ce n'est pas une simple addition, et d'autre part que ce groupe n'est pas commutatif. Parce que si j'inverse les primes et les pas primes, ben ici je vais avoir P'X au lieu d'avoir Px'. Il n'y a aucune chance, a priori, que Px' égale P'X. Bon. Donc j'ai un groupe non commutatif. Quand j'ai un groupe non commutatif, ce qui se passe en un point, je peux le transporter en un autre point, ben, tout simplement en multipliant par un élément du groupe qui fait passer de ce point-là à l'autre. Et alors en particulier, si j'ai un plan tangent à l'origine de ce groupe, eh bien par translation, disons translation à gauche, puisque le groupe n'est pas commutatif, je peux le transporter partout. Et je vais essayer de me retrouver là parce que j'ai sauté quelque chose. Je ne sais plus où c'est. Nous disons c'est essentiellement le plan XP à l'origine, XP, si je le translate par des translations à gauche de ce groupe, j'obtiens les plans de contact. Ce qui montre d'ailleurs que la multiplication de ce groupe n'est pas évidente, puisque vous voyez que quand on transporte comme ça un plan, en fait on le fait tourner. Bien, ça je vais le sauter. Tu vas peut-être en parler, enfin c'est pour les représentations adjointes et coadjointes, je ne sais pas si tu vas aller jusque-là, non? Non, c'est trop compliqué. Bien. Alors ce groupe est un groupe de Lie, de dimension 3, il a une algèbre de Lie, et cette algèbre de Lie, donc qui n'est pas triviale à cause de la non-commutativité du groupe, a des générateurs évidents. Les plans de contact ont comme générateur x1 qui est dérivé par rapport à x plus p dérivé par rapport à y, donc c'est le vecteur tangent de composante 1p0, et d'autre part x2 qui est la dérivée par rapport à p et qui a pour composante 0, 0 et 1. Et si on fait le crochet de Lie, bon, je ne peux pas introduire, donc je m'excuse si c'est cryptique pour certains d'entre vous, hein. Je ne peux pas définir exactement ce que c'est un groupe de Lie, l'algèbre de Lie, etc. Mais pour ceux qui savent ce que c'est qu'une algèbre de Lie, le commutateur de x1 et x2, c'est d moins dy de composante 0, moins 1, 0. Donc on a une algèbre de Lie non triviale. Vous voyez, il y a un commutateur. Ici, vous avez cette relation de commutation non triviale, qui est la version infinitésimale de la structure de groupe que je vous ai montré avant. Bien. Et il faut absolument comprendre cette géométrie, parce que cette géométrie, c'est en fait la mathématique des connexions horizontales, et tous les processus de façon générale, du genre diffusion, propagation, etc., dans un espace qui a de la géométrie, est totalement dépendant de ce genre de structure. Donc si on ne comprend pas ce genre de structure, on ne sait absolument pas ce que veut dire de la propagation d'activité le long des connexions horizontales, etc. Si on veut comprendre un peu ce que c'est que ce genre de propagation, ou ce genre de diffusion,
le long des connexions horizontales, il faut comprendre mathématiquement qu'est-ce que c'est que la propagation et la diffusion dans ce genre de géométrie. Donc vous voyez que cette géométrie s'introduit de façon absolument évidente, avec une contrainte totalement triviale apparemment, et très vite se met à donner des choses non triviales mathématiquement. Les plans de contact, une structure de contact, une structure de groupe qui redonne par translation cette structure de contact. Il faut faire la théorie de la diffusion, de la propagation là-dedans. Et nos amis sont là pour savoir que c'est pas évident. Mais on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Il faut retrouver, petite parenthèse, l'esprit un peu de nos ancêtres. À l'époque du début du calcul intégral, j'ai parlé des barres complies. Eh bien, les matheux de l'époque se disaient pas, ça doit être trivial. Ils disaient, bon, qu'est-ce que c'est que la forme d'une chaînette? Qu'est-ce que c'est que la forme d'une barre compliée? Ils sont tombés sur des équations différentielles qui n'étaient absolument pas triviales. Et ils n'ont pas dit, mais c'est pas possible que la nature soit aussi compliquée. Ils ont dit, voilà, elle est plus compliquée qu'on croyait. Hein. Donc, nous, on doit faire pareil avec les neurosciences. On n'a pas à postuler une espèce de simplicité. On a regardé les données expérimentales, faire des modèles à peu près corrects, enfin au niveau de leur approximation, puis voir ce que ça donne. Et si ça donne quelque chose de compliqué, c'est qu'il y a une difficulté intrinsèque dans le problème. Hein? Alors, maintenant, ça va nous amener tout de suite à de la géométrie souris-manienne. Il nous reste combien de temps? 30, 35. Alors pourquoi on arrive à de la géométrie souris-manienne? On vient de voir, grosso modo, le genre de géométrie qu'il y a dans V, qui est un modèle de V1. Maintenant, revenons au fameux triangle de Kanitsa. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce genre d'illusion perceptive? C'est ce que je vais essayer de développer. Et on va voir apparaître l'idée que les contours illusoires à la Kanitsa sont en fait les géodésiques pour une structure métrique associée à la structure de contact que je vous ai présentée. Alors, Jean-Paul et Hugo, Jean-Paul a parlé de certaines choses, Hugo va parler d'autres. Hein. Ce sont des modèles très proches des modèles dits de type Elastica qui avaient été introduits par David Mumford il y a déjà assez longtemps pour expliquer les contours illusoires. C'est une version, comment dire, peut-être un peu plus neurobiologique. David Mumford avait plutôt posé le problème au niveau du traitement d'image. Donc il y avait le plan de l'image, la fonction définissant l'image, et il essayait de savoir ce que c'était qu'un contour illusoire. Là, la différence, c'est qu'on essaye de se placer dans V1 et de faire des hypothèses au niveau de V1, et pas au niveau du plan rétinier. Donc on a la structure de contact, c'est-à-dire qu'en chaque point on a un plan, le plan de contact, et on sait qu'on doit regarder des courbes qui sont partout tangentes au plan de contact. Contrainte d'intégrabilité. Mais alors pour mesurer la longueur de ces courbes, on n'a pas besoin d'avoir une métrique partout. Comme elles sont tangentes au plan de contact, il suffit d'avoir une métrique dans les plans de contact. Si on a une métrique dans tous les plans de contact, on a le ds, hein, la longueur infinitésimale, l'élément d'arc sur les courbes, et puis on intègre, et on obtient la longueur des courbes. Du moment qu'on a la longueur des courbes, on peut faire des hypothèses de type géodicité, etc. Et ça, c'est ce qui fait passer à la géométrie souris-manienne. On a un espace de dimension 3. En chaque point, on a un plan de contact, et ces plans de contact ont une propriété, hein, ils tournent assez vite, il n'y a pas de surface intégrale. Ça veut dire en fait que quand vous regardez l'algèbre de Lie engendrée
par les vecteurs tangents à ces plans, ils engendrent tous les vecteurs tangents de l'espace. C'est-à-dire quand vous déplacez un peu ces plans, qui a priori sont de dimension 2, comme ils tournent, entre guillemets, ils vous redonnent la troisième dimension. C'est lié au commutateur non trivial de l'algèbre de Lie. Donc, sur chacun de ces plans, vous allez mettre une métrique. Si vous mettiez une métrique partout, ce serait de la géométrie riemannienne. Comme c'est seulement sur des plans dans un espace de dimension 3, on appelle ça une géométrie sous-riemannienne. Et on obtient donc un modèle de géométrie sous-riemannienne pour la structure de contact de l'espace des 1G des courbes du plan. Alors maintenant, vous voyez très bien que les mathématiciens vont dire on va prendre une structure de contact quelconque, on va définir ce que c'est qu'une structure de contact, on va augmenter les dimensions, et puis on va généraliser. On dira, bah, allez, faisons plus général que des structures de contact en dimensions qu'on veut, etc. Et puis, on définira des géométries sous-riemanniennes et on essaiera de faire la théorie générale de ces objets. Mais là, on tombe de façon naturelle sur un cas extrêmement particulier, qui est la géométrie sous-riemannienne associée à l'espace des 1G des courbes dans le plan. Alors, introduire en plus de ce que j'avais dit avant, la géométrie sous-riemannienne, ça veut dire qu'on se met à mesurer des longueurs de courbes. Et à ce moment-là, si on revient à Kanizsa, est-ce que par hasard j'ai une autre image? Non. Voilà, pas d'autre image. Hein, souvenez-vous des contours illusoires à la Kanizsa. Comment on va interpréter ces contours illusoires? On dira on a deux positions A et B, deux orientations P et Q. Alors, AP, c'est un point dans V, dans mon espace tridimensionnel. BQ, c'est un autre point. Donc j'ai deux points dans mon espace tridimensionnel. Et je veux construire un contour illusoire qui soit le meilleur possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Premièrement, il doit lifter un contour que je vois dans le plan. Donc, il faut que je satisfasse la contrainte d'intégrabilité. Donc, je dois regarder des courbes qui sont partout tangentes au plan de contact. Et d'autre part, que ce soit la meilleure possible, c'est-à-dire que c'est la plus droite possible avec ses contraintes. Et dire que c'est la plus droite possible avec ses contraintes, ça veut dire que c'est une géodésique. Mais au lieu d'être une géodésique triviale dans un espace euclidien, c'est une géodésique dans un espace sous-riemannien qui satisfait cette contrainte d'intégrabilité. Donc on tombe sur un problème variationnel avec contrainte, qu'on peut résoudre à la main d'ailleurs. Je veux des courbes les plus courtes possibles, mais satisfaisant la contrainte d'intégrabilité. Donc voilà une explication très simple des contours illusoires. Et donc, on se dit quelle est la structure des géodésiques dans ce genre de géométrie sous-riemannienne. C'est-à-dire quels sont les contours illusoires que je peux obtenir par ce principe d'optimisation. Comme tu disais, le système nerveux minimise des choses. Enfin, comme la plupart des systèmes physiques, il minimise quelque chose. Et alors là, même si, le cas que l'on considère est très simple, le plan, une coordonnée supplémentaire, etc., c'est très simple mathématiquement, eh bien, en fin de compte, le problème, résoudre le problème des géodésiques dans ce type de géométrie n'est pas du tout évident. Alors toi, tu connais, Paul, bien l'histoire bien mieux que moi.
Mais les premiers grands travaux dans ce domaine ont essentiellement été faits par Bernard Gaveau, et puis Richard Mills, Peter Greiner. C'est les années 70, quelque chose comme ça, non? Le papier de Gaveau, Greiner, de Gaveau, c'est 74. 74, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Hein. Bon. Et donc ces spécialistes de problèmes variationnels disaient, les résultats indiquent à quel point un problème de contrôle, puisque calculer les géodésiques c'est un problème de contrôle, hein, à quel point un problème de contrôle peut être compliqué, même dans les situations les plus simples. Les situations les plus simples peuvent donner lieu à des problèmes de contrôle difficiles à résoudre. Alors vous trouverez toutes les équations de ce modèle-là, le modèle des 1G, dans les notes. Hein. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça, il faut quand même avoir un peu pitié des auditeurs. Mais vous voyez, oui, 77, Bernard Gaveau disait le problème variationnel, hein, qui est le problème de minimiser l'énergie d'une courbe de la variété de base sous la condition de Lagrange que son relèvement horizontal, c'est-à-dire son lifting, est fixé dans le fibré. Ce problème semble non étudié. Donc tu vois, en 77, déjà, son papier était de 74, mais il disait, par moi, enfin, parce que non étudié, ça veut dire, moi je l'ai étudié, mais les autres... Ah non, 77. C'est après Orman. Ah ouais? Ah, C'est après 74. alors, donc je vais sauter là des tas de formules. Une bonne façon de comprendre la non-trivialité de cette géométrie, c'est de regarder la sphère dans cette métrique. Alors la métrique qu'on prend, c'est que tout simplement, on avait les deux vecteurs tangents de tout à l'heure qui engendrent le plan tangent, le plan de contact, enfin le plan tangent qui est le plan de contact, et on dit, ces deux vecteurs-là, c'est une base orthonormée du plan de contact. Et ça fixe la métrique. Et une bonne façon donc de voir que cette géométrie sourimanienne n'est pas triviale, c'est de regarder ce qui se passe pour la sphère et plus généralement ce qu'on appelle le front d'onde. Alors la sphère, c'est les géodésiques de longueur 1, mais qui sont des vrais géodésiques, mais on peut rajouter des géodésiques qui sont localement géodésiques, mais qui à un certain moment ne sont plus globalement géodésiques. C'est un peu comme quand vous tournez sur la sphère, hein, si vous avez une sphère comme ça et deux points ici, là vous avez une géodésique, mais vous pouvez aller dans l'autre sens. Alors c'est géodésique, mais il y a un moment où ça devient trop long, enfin, c'est plus géodésique. Quand vous arrivez au point opposé, c'est l'autre géodésique qui devient la vraie géodésique globalement minimisante. Donc vous devez faire la différence entre des courbes qui sont localement géodésiques, donc localement minimisantes, et des courbes qui sont globalement minimisantes. Alors voilà ce qui se passe à l'intérieur de la sphère, en fait. Hein. Vous avez plein de singularités. Ça, en fait, ça devient, ces espèces de formes ici, ça devient de plus en plus petit, hein, et ça converge sur 0. Et donc vous avez une sphère un petit peu drôle, avec des singularités, et à l'intérieur de la sphère, vous avez toute cette structure assez compliquée. Et ce qui fait que si vous prenez deux points et vous regardez les géodésiques qui relient ces deux points, en général, vous allez en avoir un paquet. Vous n'allez pas avoir une géodésique ou deux géodésiques comme sur la sphère, mais vous allez avoir un paquet de géodésiques. Alors vous verrez à quoi c'est lié. Là, on a des formules tout à fait explicites. Et alors, ce que l'on fait, c'est qu'on applique le principe du maximum de Pontryagin, dont tu parlais ce matin, et on introduit un Hamiltonien, hein, qui a cette forme-là, enfin, je laisse tomber les formules, mais enfin, il y a un Hamiltonien qui est défini sur le plan cotangent, enfin, de l'espace grand V, donc dans un espace de dimension 6. On résout ce système hamiltonien et on projette dans l'espace V. Et les projections des trajectoires dans cet espace de dimension 6 dans l'espace V de dimension 3, de coordonnées x, y, p, vous donnent les géodésiques. Donc on a les formules absolument explicites.
On a le système hamiltonien, on a les formules explicites, c'est pas très compliqué, enfin, il ne faut pas exagérer, c'est un peu technique, mais c'est pas très compliqué. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'à un certain moment, quand on veut calculer les géodésiques qui relient deux points, on tombe sur des formules qui incluent une fonction comme ça, phi sur sinus carré phi moins cotangente de phi, et il faut résoudre cette équation en supposant que mu de phi est constante. Et alors en fonction des conditions limites, vous allez avoir une certaine valeur de mu de phi, et vous devez trouver tous les phi qui donnent cette valeur exacte à mu de phi. Et à chaque valeur de phi, pour chaque solution, vous avez une géodésique. Et alors, s'il y a plusieurs géodésiques, c'est parce que cette courbe, enfin le graphe de mu de phi, a cette forme-là. Hein? Donc vous voyez cette forme relativement simple, mais qui a la propriété que si vous prenez, ça c'est phi, ça c'est mu de phi égale constante, et bien ça va vous donner plusieurs solutions. Pour chaque solution, vous allez avoir une géodésique. Donc ce sont des espaces qui sont nettement plus compliqués que les espaces euclidiens, et on peut même démontrer d'ailleurs, hein, je crois, qu'il n'y a aucune approximation riemannienne, enfin si, il y a des approximations riemanniennes où on fait dégénérer ce qui se passe dans certaines dimensions, mais enfin que ces géométries sous-riemanniennes sont intrinsèquement différentes des géométries riemanniennes. Oui. Il faut lire le livre de Gromov, voilà. géométrique sur les espaces. Voilà. Alors d'ailleurs, ce que j'ai dit ce matin dans mon premier transparent, en disant qu'il fallait regarder la géométrie from within, le from within vient justement de Gromov sur son gros article là sur la géométrie sous-riemannienne. Voilà. Bon. Donc je saute sur les formules. Là aussi je saute parce que je crois que tu vas en parler. Alors, maintenant là je me borne à lancer quelque chose qui sera repris sans doute par Ugo. Des collègues de Bologne, Alessandro Sarti et Giovanni Citti, ont très fortement souligné le fait que le modèle que je vous ai présenté, le modèle des 1G, n'est pas un bon modèle. Alors pourquoi c'est pas un bon modèle? C'est qu'on fixe un axe privilégié qui est l'axe des X, puisque c'est la tangente de l'angle en fait qu'on considère. Hein? Le P c'est la tangente de l'angle. Donc ça fixe un axe des X. Et donc ils ont dit, tout à fait à juste titre, il faut un modèle qui ait la symétrie de rotation, enfin donc qui ne dépende pas d'un axe des X privilégié. En Alors, fait, je peux dire une chose, c'est pas que c'est pas un, en fait c'est un bon modèle local, il y a un problème global, Voilà. parce que quand l'angle devient pi sur 2, ça ne marche plus, voilà. et le fait qu'il a un axe privilégié, c'est pour le choix de la métrique. Parce que le choix de la métrique qu'on fait sur le groupe de Heisenberg, la métrique invariant à gauche, ça c'est pas invariant, c'est différent pour la haute translation. C'est juste ça. En fait, c'était quasiment au niveau local, c'est correct. Ah oui, absolument, c'est ce que j'allais dire là. Je peux faire une autre remarque aussi. Oui, je t'en prie. Juste une. C'est que ce qui ne va pas aussi, c'est le fait que ce n'est pas invariant sur l'action des déplacements. Exactement, c'est ce que je disais, oui. Oui, mais c'est pas invariant. C'est la métrique qui est pas invariante. C'est ça. C'est une Oui, notion. voilà. La distribution, c'est la même, c'est une distribution de contact de toute façon sur un. C'est pas invariant sur l'action. Voilà. Donc disons, voilà. C'est ça. Donc, il y a des choses qui clochent un peu dans ce modèle que j'avais proposé initialement, et ils ont insisté sur ces problèmes-là, et la réponse à ce problème-là, c'est que tout simplement, au lieu de mettre P, la tangente, donc sinus θ sur cosinus θ, on multiplie ça par le dénominateur de P, donc, et on obtient oméga égale moins sinus θ dx plus cosinus θ dy. Alors ça a l'air de rien, mais en fait ça change tout, parce que le groupe d'avant, où on avait dy moins pdx, vous voyez que par rapport aux coordonnées, c'est algébrique, c'est polynomial, c'est même du premier degré, il y a p. Tandis que ça, c'est plus du tout
polynomial. Quand vous allez faire des dérivés par rapport à θ, hein, là, ça va être des cosinus qui donnent des sinus, qui donnent des cosinus, qui donnent des sinus, etc., à l'infini. Alors la différence fondamentale, c'est que le premier groupe, le premier modèle avec l'espace DG, des 1G, est, comme on dit, nilpotent, un groupe nilpotent, et que ce groupe-là n'est pas nilpotent, mais comme vient de dire Hugo, si vous faites une approximation au premier ordre au voisinage de l'origine, bah, vous voyez bien que ça va donner θ, c'est-à-dire essentiellement la même chose que P qui est tangente θ. Le cosinus au premier ordre va donner 1, et vous allez retomber sur le modèle d'avant. Donc le modèle d'avant, alors il faut être plus précis que ce que je dis maintenant, mais enfin, on peut démontrer que le modèle d'avant est une sorte de modèle tangent à ce modèle-là. Et donc il y a bien, localement c'est la même chose, mais globalement celui-là est assez différent. Et donc on doit reprendre tout le problème, métrique sous-riemannienne, géodésique, etc. Et là, bah, ce sont nos amis qui ont... alors je passe là-dessus. Ce sont nos amis, le groupe d'Agratchev à la CISA, Hugo, Moïseev, Jean-Paul aussi a beaucoup travaillé là-dessus, mais sur d'autres choses aussi que je vais citer là. Il faut reprendre le même problème des géodésiques, mais avec cette géométrie un peu plus riche. Bien. Ça, ils en parleront. Donc il faut retrouver l'hamiltonien, intégrer les équations de Hamilton, enfin, etc., etc. Ça, je crois que je vais sauter parce que j'arrive vers la fin de mon exposé. J'aimerais quand même dire que l'espace des 1G, c'est une version, comme on dit, polarisée, c'est-à-dire asymétrisée, d'une version plus symétrique, qui est extrêmement connue en physique et qui a été énormément étudiée, et qui est le groupe de Heisenberg. Le modèle que je vous ai présenté, c'est en fait, avec un petit changement de variable, essentiellement la géométrie sous-riemannienne du groupe de Heisenberg, qui est essentielle, absolument essentielle en physique. Et donc vous pouvez transférer à ces problèmes-là tout ce que l'on sait sur le groupe de Heisenberg, l'analyse harmonique sur le groupe de Heisenberg, enfin, etc., etc., etc. Bien, il doit me rester 5 minutes, même pas. 6, Donc, je vais sauter tout ça, vous avez ça dans les notes. Et j'aimerais terminer. Alors, faire de la diffusion dans ce genre de géométrie, c'est pas évident du tout. Parce que vous avez vu la forme de la sphère et du front d'onde, ça a plein de singularités. Et donc, les techniques standards qu'on utilise pour faire de la diffusion, de la propagation, etc., elles bloquent à cause de ces singularités. Et ça, tu en parleras peut-être. Donc, j'aimerais terminer sur des applications assez spectaculaires de l'architecture fonctionnelle de V1, enfin, de l'utilisation de l'architecture fonctionnelle de V1. Un certain nombre de spécialistes de la vision et des modèles mathématiques, essentiellement Paul Breslov, un grand spécialiste de la vision, Jack Cowan, qui est celui des réseaux de neurones, les fameuses équations de Wilson-Cowan, réseaux de neurones, et Martin Golubitsky, que nous connaissons comme un pape de la théorie des bifurcations, se sont mis ensemble pour reprendre quelques vieilles idées des années 70 pour essayer d'expliquer une classe très particulière d'hallucinations visuelles qui sont des hallucinations purement géométriques. Alors ces hallucinations avaient déjà été très étudiées par les gestaltistes dans les années 20 et en particulier par Heinrich Klüver, qui était un élève de Wertheimer, qui est un des fondateurs enfin, de la Gestalt et qui a introduit la Gestalt aux États-Unis.
dans les années 20. Alors, sous certaines conditions, c'est pas seulement quand on prend certaines drogues, mais par exemple quand on se presse extrêmement violemment les globes oculaires, quand on a des véritables migraines, donc ça arrive peut-être hélas à certains d'entre vous, et donc dans un certain nombre de conditions un peu spéciales, il y a des phosphènes qui sont incroyablement amplifiés, enfin, et qui s'organisent géométriquement de façon très remarquable. Ça, c'est des dessins d'Heinrich Klüver, hein, que Klüver a fait en hôpital, enfin dans son centre de recherche, en se soumettant lui-même à certaines conditions. Ça, c'est les modèles que, il y a quelques années, on en fait Breslov, Cowan et Golubitsky. Donc, c'est pas mal comme modèle. Un assez bon fit. Alors, ce que je veux expliquer pour conclure, c'est que ces modèles-là sont une conséquence directe qu'on a mis dans un réseau de neurones l'architecture fonctionnelle de V1. Si vous mettez l'architecture fonctionnelle de V1 que j'ai développée et modélisée dans un réseau de neurones, et si vous regardez les bifurcations d'état de ce réseau de neurones, ça vous donne exactement ça. Donc c'est quand même un résultat assez joli. Voilà d'autres solutions. Alors certaines de ces figures sont aussi repérées et classées par les gens qui s'intéressent aux hallucinations. Par exemple, celle-là, elle est assez fréquente. Enfin. Alors il y a toute une littérature là-dessus. En général, ces hallucinations sont dynamiques. Par exemple, les spirales, vous les voyez tourner. Elles naissent à un certain endroit du champ visuel et puis elles se développent. Enfin bon, il y a une dynamique enfin de ces hallucinations. Là, ce que je garde seulement, c'est leur structure géométrique. Et on va faire l'hypothèse que ces hallucinations sont des états d'activation spontanés de V1. Spontanés. Bien. Donc, on prend V1, excusez-moi, j'ai changé un peu de notation, A est devenu X gras, hein, c'est la position dans le plan rétinien, et le P, c'est devenu θ, c'est-à-dire